Tout de suite, la seconde partie de notre débat consacrée ce soir à la fin de vie avec le procès de Nicolas Bonnemaison qui a démarré ce mercredi devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques. Il est accusé d'empoisonnement, d'avoir mis un terme à la vie de 7 de ses patients qui étaient mourants. Je vous propose d'écouter l'épouse de l'un de ces patients. Elle défend Nicolas Bonnemaison. On l'écoute. J'ai envie de lui dire, je suis là, je peux vous aider pour témoigner que vraiment vous étiez quelqu'un de bon et que vous n'avez... On était là et on était d'accord, donc voilà, c'est ça, j'ai envie de lui dire merci déjà. Et je suis désolée pour ce qui lui arrive, voilà. Oui, il a bonne attitude et voilà, moi ça me fera très mal si on lui donne une quelconque punition. Voilà. Philippe Bataille, vous allez témoigner à ce procès. Parce que je ne vous ai pas posé la question tout à l'heure, est-ce qu'on ne peut pas quand même reprocher une chose à Nicolas Bonnemaison, c'est d'avoir fait ça finalement un peu dans son coin, si je puis dire, c'est-à-dire sans consultation avec la famille et surtout sans consultation avec l'équipe médicale. Est-ce que ce n'est pas là, malgré tout, son erreur? Après, on peut discuter du fait voilà, qu'il ait soulagé peut-être la souffrance de ses patients ou non, mais sur l'acte même. Probablement, mais on ne saurait aborder cet aspect des choses avec les impératifs de la loi Leonetti. Les impératifs de la loi Leonetti concernent des demandes d'euthanasie avec un arrêt de vie, souvent pour quelqu'un qui ne va pas mourir tout de suite. Là, on est dans une situation d'une autre nature, qui est un gap, un espace qui a été créé par la loi Leonetti en quelque sorte, qui interdit toute activité médicale, toute active, tout... injection létale, enfin tout ce qui peut tuer dans un temps relativement court, qui va être d'une demi-heure, d'une heure ou de 2 heures. Mais voilà, tout ça est interdit et tout est renvoyé à la prise en charge palliative dont on va parler, qui est une prise en charge qui demande des équipements, qui demande des personnels, qui demande une carte sanitaire à peu près égale à l'échelle du territoire, et ça n'existe pas. Et entre deux, il n'y a rien. Entre deux, vous avez des patients qui descendent de camions sanitaires, qui bien souvent ont déjà fait un aller-retour entre un EHPAD, une maison de retraite et un service d'urgence, où la famille et le domicile. Entre deux, vous avez des patients qui sont déjà au bout de l'acharnement thérapeutique, en quelque sorte. Et c'est une question très compliquée, l'acharnement thérapeutique, très ambivalente. On l'a construite dans le dispositif législatif comme une capacité de contrôler les médecins pour qu'ils ne se livrent pas à l'acharnement thérapeutique. Et c'est effectivement un droit des malades que de pouvoir résister et d'arrêter ces traitements. Mais dans la vraie vie, c'est pas ce qui se passe. Tout le monde veut des traitements. Plus vous êtes au seuil de quelque chose qui peut se passer, vous en réclamez. Ce n'est pas les médecins qui s'acharnent sur les corps des patients. Au contraire, aujourd'hui, on a des médecins qui nous alertent en disant on veut arrêter, mais la famille est contre, lui a bien compris sa situation, mais il ne dit rien. Et on est dans cette situation où l'ambivalence fait qu'on continue les traitements, on continue les transports, on continue à attendre, avec des situations à la fin, et c'est la deuxième chose qu'il faut dire et qui renvoie à votre question, c'est à mes yeux le procès de la confiance en la médecine. Les gens ont besoin d'avoir confiance en leur médecin. Et il est possible qu'à la toute fin, il y a des moments qui sont effectivement des moments presque privés, presque intimes, qui engagent l'un et l'autre, où il y a une compréhension. Alors à ce niveau-là, il faut collégialité, il ne faut pas être seul, il faut même protéger le médecin de la solitude. Ce qui n'a pas été le cas dans cette affaire. Il y a un contexte qui fait qu'à un moment donné, on ne peut plus rien faire et que le médecin se sent en grand désarroi parce que les situations se répètent face à lui. Nous sommes au mois d'août, nous sommes dans des services d'urgence et ce n'est pas aux urgentistes de régler la mort des Français, c'est pas aux urgentistes d'être derrière les camions sanitaires. Et c'est pourtant ce qui se passe, je suis bien d'accord. C'est ce qui se passe. Et on est bien content d'entendre des... Bien sûr. Voilà, et c'est pour ça qu'on collectifs, on veut faire des images de collectifs d'urgentistes. Voilà. Ce que je dis, c'est mon deuxième remarque, c'est qu'il y a une dimension seul à seul, quand même, au bout du compte, ce qui n'empêche pas les procédures. Il y a quand même un engagement du médecin lui-même face à une situation qui le convoque sur son identité médicale. Que puis-je faire pour cette personne? Qu'est-ce que la médecine peut faire? Qu'est-ce qui s'exprime autour de cette famille à ce moment-là? Tout ne doit pas rester dans une pièce, on ne va pas rentrer, sortir avec un produit, puis de produit en sortant. Enfin, tout ça, effectivement, ça n'est pas souhaitable, ça n'est pas tenable, et effectivement, ça donne ce procès. Mais il faut quand même comprendre ce qui se passait du point de vue de la situation médicale, du contexte médical, et effectivement, de ce que la loi propose ou ne propose pas. Je termine en disant, la loi Leonetti, qui porte pour titre « Loi sur la fin de vie des Français », ne répond en rien aux problèmes contemporains des Français face à la mort. Parce que la société évolue plus vite que la loi et la façon qu'il y a, la composante... Mais les lois servent à la salle, ça va changer, ça va évoluer, c'est le bonheur de la loi. Et c'est pour ça qu'il faut la faire évoluer. Mais
par rapport à ce que vous dites, non, les urgences, in fine, nous trouvons confrontés à ce genre de problème en permanence. Et des fois, nous ne pouvons pas faire autrement que d'aider à partir. Mais ce que nous disons, c'est que les urgences ne sont pas dérogatoires à l'éthique. Absolument. Nous ne sommes pas au-dessus des lois. Et c'est pour ça que ce procès est important pour nous. Est un pour appel à la savoir loi. si ce qu'il a fait et de la manière qu'il l'a fait, finalement, c'est dans la loi et ça correspond. Ou est-ce qu'il faut modifier la loi? Est-ce que le tribunal va renvoyer en disant finalement, on ne sait pas? Mais enfin là, il est en dehors, pardonnez-moi, mais là, Didier Sicard, il est quand même en dehors de la loi, parce que dans la loi Leonetti, c'est laisser mourir, c'est pas d'acharnement qui est obéi. Est-ce qu'il est dit dans la loi Leonetti qu'on peut... Nous ne sommes pas le tribunal. Oui, mais est-ce que, je pose la question à Didier Sicard, est-ce que moi, dans la... je ne répondrai pas. Il ne peut pas répondre. Ah oui, bon, alors je vais poser la question à Jean-Luc Romero. Je ne suis pas non plus un tribunal. Non, mais c'est pas ça. Nous ne sommes pas au procès. Mais c'est parce que je vous dis, je ne vous demande pas d'être en procès, je vous demande, on connaît la loi Leonetti, En tout cas, est-ce qu'un médecin urgentiste... on voit que dans ce domaine-là, cette loi ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, moi je dirais d'ailleurs, est-ce quand que la on loi dit, quand on Leonetti, dit la Jean-Luc loi, Romero, c'est une question. Est-ce que la loi Leonetti permet à un médecin d'injecter du curare, Non. Voilà, Le curare, merci, non. c'est ce qu'il a mais fait. elle permet d'injecter de la Donc, morphine, par exemple. La On voit dans les morphine, grandes hypocrisies oui. où on est, Mais la sachant morphine, qu'en augmentant la dose, la personne va sûrement mourir. C'est là où vous voyez un peu l'hypocrisie quand même du système. de cette loi, où même le médecin peut même le faire pour les mêmes seuls. Donc il est hors la loi. Donc il est hors la loi. Vous me posiez la question, Patrick. Vous me disiez, Mais la loi n'est pas le bonne, procès hein. va dire s'il est dans la loi ou hors la loi. En l'occurrence, il est hors la loi Mais puisqu'il c'est a la loi qui l'a injecté. poussé. C'est une mauvaise Oui, loi mais qui il est pousse hors un la bon loi. médecin Et c'est ça, à malheureusement c'est être après obligé de savoir dépasser ça. la Ça loi. Et surtout les conditions, dont ça a été Oui. fait. Est-ce que, et comme vous le disiez au début, ou les exemples que vous citiez, est-ce qu'il y avait sur cette structure hospitalière ou ces territoires de santé les moyens pour admettre ces patients ou avoir d'autres choix ou d'autres alternatives? C'est les faits. C'est les faits. La justice ne va pas réinventer la loi, elle va l'interpréter, elle va dire la loi. Mais lui ne doit pas être un bouc émissaire d'une loi qui est mal ficelée. Le docteur Bonnemaison ne doit pas être le bouc émissaire d'un système qui fait que d'un coup, on se retrouve au bout, finalement, de ce que la science a fait, de ce que la société a créé. Et nous, urgentistes et nous, médecins, on se retrouve à devoir dire ou avoir des choix qui nous mettraient dans l'illégalité. C'est exactement le même cas que l'affaire Vincent Lambert. C'est exactement la même chose. Et donc, il arrive un moment où le politique et le choix de la civilisation doit dire et écrire de nouvelles lois et de nouvelles procédures. Alors justement, écrire de nouvelles lois, Didier Sicard, vous proposez quoi, vous, concrètement? Toute loi. De légaliser l'euthanasie? Toute loi a un côté incantatoire. Le problème, c'est que à partir du moment où une loi n'est pas appliquée, elle n'est pas connue, on ne peut pas travailler sur la loi, que dans les hôpitaux, il n'y a jamais eu de débat sur la loi Leonetti. Or, on pourrait imaginer que tout commence ou très peu. Ça fait 10 ans, on parle que de cette loi partout. Non mais, écoutez, Partout. moi, quand j'ai rencontré... Écoutez, une loi, quand elle est bonne, elle s'applique tout de suite. Quand ils ont fait la loi pour l'euthanasie aux Pays-Bas et en Belgique, elle s'est appliquée tout de suite parce qu'elle est simple, les gens ils comprennent comment elle fonctionne. Cette loi, on ne peut pas dire au bout de 10 ans. Professeur, vous qui avez été aussi sur tous les plateaux, partout, comme nous-mêmes, moi en tant que militant, on ne fait que parler de ça. Je fais toutes les semaines des réunions avec des centaines de personnes. Ça fait 6 ans que je suis président de l'ADMD, on ne peut pas dire, mais tout le monde connaît cette loi. Ils ne veulent pas de cette loi. Et puis cette loi, elle est dangereuse pour les médecins. Je peux juste terminer là-dessus. Quand vous disiez, elle est dangereuse pour les médecins, parce qu'avant la loi Leonetti, les choses se pratiquaient entre les personnes. Parce que qu'est-ce qu'elle a fait, cette loi? Elle a dit, d'un côté, il y a une bonne mort. C'est la mort avec la loi Leonetti. C'est le laisser mourir. Et de l'autre côté, il y a la mauvaise mort. C'est-à-dire que si, par exemple, on injecte un produit, eh bien, ça a poussé, on en parlait encore tout à l'heure, ça a poussé d'ailleurs aujourd'hui des gens qui, dans des services, maintenant dénoncent leurs collègues, alors qu'avant, jamais cela serait passé. Et comme certains ont parfois peur, parce qu'ils connaissent, par exemple, des convictions religieuses, ça existe aussi, extrémistes. Il y en a dans ce pays, on l'a vu pendant le mariage pour tous. Mais là, en l'occurrence, certains médecins, ils ont très peur. Et donc, ils vont pas dire à leurs collègues qu'ils l'ont fait parce qu'ils ont peur d'être dénoncés. Eh bien, cette loi, elle a dit, il y a deux façons de mourir. La bonne, c'est la mienne, celle Leonetti, et puis l'autre. Et on voit le résultat aujourd'hui. Nicolas Bonnemaison, qui d'ailleurs a été dénoncé, il a été dénoncé par des infirmières qui l'ont vu opérer. Je suis d'accord avec vous sur le fait que quand j'ai auditionné des médecins, que ce soit hospitaliers ou des médecins de ville, ils m'ont dit, à peu près 50%, l'embarras que la loi Leonetti, dans lequel ils étaient. Parce qu'avant la loi Leonetti, ils avaient une sorte de relation personnelle, et qu'ils aidaient à mourir, et sans que cela apparaisse.
et qu'ils ont eu le sentiment paradoxal que la loi Leonetti les empêchait d'aider les malades. Et donc, ça existe. Le problème, c'est de diaboliser une loi, parce qu'effectivement, on en parle, mais elle a un mot complètement abstrait. Il n'y a pas eu de travail. Je n'ai jamais vu de travail en profondeur dans l'établissement dans lequel j'étais. Jamais. Il n'y a pas eu un seul colloque sur l'application de l'Eonetti, que ce soit en réanimation, en néonatologie. Il n'y en a pas eu. Je suis obligé de résister à ça, parce que moi, j'ai vu le contraire. Et j'ai vu au contraire des équipes soignantes qui réinterprétaient la loi Leonetti, qui réinterprètent que c'est une obstination déraisonnable, qui cherchent justement, et c'est une bonne entrée, quelles sont les limites, effectivement. Allez, Philippe Bataille. 3 fois par an. En réanimation et en néonatologie, pas en médecine, pas en pneumologie, pas en cardiologie. Mais si, en gériatrie, maintenant, ils font des suspensions d'hydratation, d'alimentation dans des EHPAD. 3 ans. Oui, mais pendant 10 ans, cette loi, moi j'ai très bien vu, comme on m'avait demandé d'expliquer la loi Leonetti, ça n'intéressait personne. Leonetti lui-même doit se déplacer partout pour expliquer, y compris dans le tribunal, comment on doit comprendre la loi. Donc elle est compliquée à comprendre. Jean-Luc Romero, est-ce qu'il faut légaliser l'euthanasie? Est-ce qu'il faut faire comme en Belgique? Est-ce qu'il faut faire comme aux Pays-Bas? Juste pour terminer sur la loi Leonetti, c'est quand même incroyable que le Conseil d'État ait été quand même obligé 9 ans après de l'interpréter et de nous expliquer en quoi elle servait. Ça pose quand même qu'il y a quand même un vrai problème. Alors, mais bien sûr que je suis pour une loi qui marche sur ses deux jambes. D'un côté, l'accès universel aux soins palliatifs. Et moi, je reproche beaucoup à M. Leonetti, j'attaque pas l'homme, mais c'est 10 ans de politique. Ils ont parlé, que n'ont-ils fait? Aujourd'hui, 70% des lits sont concentrés dans 5 régions françaises. Qu'est-ce qu'on dit aux autres régions? Qu'est-ce qu'on dit à cela? 15 à 20% des gens qui en ont besoin bénéficient de soins palliatifs dans des unités de soins palliatifs. C'est ça quand même ce bilan. Ils ont beaucoup parlé. Qu'ont-ils fait? Rien. Ils n'ont rien fait que de parler. Et de l'autre côté, bien sûr qu'il faut la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. La Belgique, les Pays-Bas, qu'on a si souvent montré. Mais les dérives, c'est aujourd'hui, madame. Il y a eu dans le Figaro. C'est aujourd'hui. Oui, dans le Figaro, il y a pas très longtemps. Dans le Figaro, oui, alors voilà, vous allez me dire, voilà, parce que c'est un journal. Non, mais le Figaro, je vous pose la question, parce que c'est pas le Figaro. Non, mais j'entends parce que le Figaro fait du militantisme. Il a le droit. Mais quand on lit les articles du Figaro là-dessus, excusez-moi, c'est pas... Il expliquait qu'il y avait justement des dérives, mais il n'y a pas que le Figaro, qu'il y avait des dérives dans cette légalisation de l'euthanasie. Par exemple, il y a des transsexuels. Attendez, n'entrez pas dans un je suis désolée, mais je vous pose la question. Vous savez ce que c'est que d'être transsexuel d'abord? Parce que moi, je voudrais pas que ce cas-là... Jean-Luc Romero, est-ce que je peux terminer? Cette affaire-là est terrible d'en parler. Parce que quand on connaît en plus l'histoire de cette personne, c'est quand même horrible. Vous savez ce que c'est quand même de ne pas être bien dans votre corps, de naître et de croire que vous êtes un homme alors que vous êtes une femme, ou une femme alors que vous êtes un homme. Alors n'entrons pas là-dedans parce que c'est un autre débat. Et je trouve terrible qu'on instrumentalise. Non, parce que ceux qui l'instrumentalisent aujourd'hui, c'est toujours les anti-mariage pour tous qui le font. Et il n'y a pas de dérive en Belgique, il n'y a pas de dérive aux Pays-Bas. Les dérives, c'est ici. Je vous l'ai dit, madame, il y a 3000 personnes en France qui sont aidées alors qu'ils n'ont rien demandé. Eh ben c'est ça les dérives. C'est pas en Belgique et c'est pas aux Pays-Bas. Les commissions étrangères qui vont visiter et ceux qui disent ça sont des menteurs. Ne voient pas de dérive. Il y a que les Français dans quelques journaux. Il y a que M. Leonetti qui voit des dérives. Et sans avoir ouvert les dossiers médicaux. Est-ce qu'il y a les risques, Didier Sicard, de dérive? Est-ce que c'est ce qui vous fait peur si demain on légalise l'euthanasie et le suicide assisté? C'est que toute loi ne peut pas cerner les conditions d'application. Qu'il y aura toujours une situation qui sera imprévue par la loi. Les Belges le démontrent eux-mêmes, puisqu'ils ont eu 36 projets de loi, que ce matin encore, ils disaient qu'effectivement, est-ce que la souffrance psychique d'un enfant peut être prise en charge? On n'arrivera jamais à cerner des situations d'euthanasie au sens belge et hollandais du terme, et luxembourgeois. Et la grande question, c'est qu'il faut que la société, qu'on accepte que la médecine descende de son cheval, que la médecine ne se considère pas comme dépositaire des certitudes dans ce domaine. Et il me paraît tout à fait légitime de parler de directives anticipées. Je suis effrayé, j'avais demandé à la ministre qu'avant 2013, décembre, il y ait un projet. La DMD pouvait tout à fait, depuis 10 ans, fait effectivement la DMD. Il n'y a même pas l'ombre. C'est quoi la DMD, excusez-moi? Oui, excusez-moi, oh là là. C'est nous-mêmes qui avons fait fichier de directive anticipée. On est quand même, on est quand même étonné de l'indifférence politique, que ce soit à gauche et à droite, vis-à-vis des conditions même du mourir. Et qu'il y a une sorte de tentation de régler le problème par une adéquation à la situation belge, luxembourgeoise et peut-être québécoise un jour. Mais pourquoi c'est pas transposable chez nous? Parce que moi je comprends pas très bien. Je pense que l'idée qu'on va résoudre la complexité, le laisser mourir dans des EHPAD par l'euthanasie aboutit à mon sens,
à aggraver la situation plutôt que de prendre la réalité des situations, c'est-à-dire de commencer par la base et non pas par le chapiteau, c'est-à-dire de considérer que les Français ont le droit d'avoir une fin de vie, alors on l'appelle digne ou pas digne, mais une fin de vie dans laquelle ils aient la possibilité d'être, qu'on puisse répondre à leurs désirs profonds. Mais si leur désir profond, c'est de mourir. Mais si leur désir profond, c'est de mourir. Il faut accepter de leur activité anticipée, de leur donner une... Alors, le débat, effectivement, la DMD n'aime pas le concept de sédation terminale. Moi, je pense qu'il a un côté quand plus... on vous laisse 3 semaines, quand on voit des situations... Vous savez, nous, on a un service à C'est quoi la sédation terminale? Vous pouvez nous expliquer en fin de vie, non, mais la sédation terminale, évidemment, quelqu'un qui est en parfaite santé, mais quelqu'un qui est en situation d'agonie, un cancer bronchique ou une femme très âgée, hémiplégie, accident vasculaire cérébral, si vous lui donnez un médicament comme l'Hypnovel à dose suffisante, eh bien, la fin de vie va se produire en quelques heures. C'est un sédatif, c'est un vasodiazépine. Alors pourquoi pas lui permettre, après qu'elle a dit au le revoir problème, c'est de partir, plutôt que vous voyez qu'il y a quand même une espèce d'hypocrisie et de choses qui est quand même incompréhensible pour les gens. Comprenez que les gens ne peuvent pas comprendre tout ça, professeur. Que les gens, ils ont envie à un moment de pouvoir décider. Ils n'ont pas envie. Et ils ont regardé, quand vous dites la Belgique et les Pays-Bas, pourquoi on ne copierait pas ces pays? Pourquoi on ne copierait pas Luxembourg? Vous y allez peut-être de temps en temps. Moi, j'y vais quasiment tous les mois dans ces pays. Je vois des médecins, je vois des professionnels. Qu'est-ce que me disent ces médecins? Qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, ceux qui étaient contre d'ailleurs la loi au départ, ils disent qu'aujourd'hui, pour eux, c'est les morts les plus sereines. Moi, je vois pas les mêmes. C'est les morts les plus sereines. Bah non, vous voyez, comme Monsieur Leonetti qui voit des pasteurs et des curés dans ces pays-là, c'est normal. Ils vont pas lui dire qu'ils sont pour la loi. Mais quand on voit les vrais professionnels, ils vous ont écrit, puisqu'ils étaient très choqués par votre rapport, ils vous ont écrit, les plus grands professeurs, les plus grands médecins belges ont écrit pour dire ce qui était écrit dans votre rapport était faux, qu'il n'y avait pas de dérive dans ce pays-là et qu'on respectait. Je vous la communiquerai parce qu'elle a été rendue publique. Donc ça veut dire, Didier Sicard, que vous estimez qu'il y a le risque de dérive? Parce que si je vous entends bien, Jean-Luc Romero, c'est ce que dit dans le rapport. Le mésusage, pas une question de dérive, c'est pas une question de dérive, c'est que ça donne le sentiment qu'on va régler la situation du mourir en France par le fait de pouvoir accepter l'euthanasie de 1500 ou 2000 personnes. Je pense que les 580 000 personnes qui meurent chaque année ont le droit d'être entendues sans passer forcément par la case d'euthanasie. La France interdit tout. Elle interdit l'euthanasie, elle interdit le suicide assisté et elle interdit l'aide active à mourir, puisque on en fait le procès aujourd'hui. Or, il faut au moins, moi je crois les trois, mais au moins une issue. Il n'y a aucune issue, tout est bloqué. Dans les autres pays dont on parle, y compris le Québec et le Canada dont on parle à l'instant, sont en train de voter sur l'aide active à mourir. Les situations de suicide et d'euthanasie relèvent d'autres choses. Et c'est précisément le quotidien de l'hôpital, c'est le banal et l'ordinaire. On a 550 000 décès à peu près par an. Presque 200 000 se font dans les couloirs de l'urgence, pas les services, mais dans ces camions, ces transports. Plus de 70% des décès à l'hôpital sont la conséquence d'une décision, d'une indécision. Dans tous les pays d'Europe, et la France ne déroge pas à ces chiffres. Mais comment fait-on? Comment fait-on? Comment la France y arrive-t-elle? Alors là, c'est facile de faire un procès. Patrice Pelloux. Voilà, on fait avec les moyens du bord. Et on continue à tout interdire. Le problème... Avec les différents rapports, il n'y a rien de personnel, mais on n'a pas été entendu dans les différentes commissions. Vous, médecins urgentistes, les médecins urgentistes n'ont pas été entendus alors que plus de 50% des personnes décèdent aux urgences. C'est ça notre problème. C'est-à-dire que nous, on veut une attitude bienveillante, au sens large, qui nous protège, justement, nous, pour pas avoir le procès tel qu'on le voit là. Mais en même temps, et c'est très important à comprendre, ce qu'il faut dire, c'est que ça doit faire 30 ans que je fais de la médecine, sans doute comme vous et comme vous. Enfin, j'ai jamais vu un médecin qui prenait plaisir à abréger les souffrances et à soulager la douleur et à mettre fin à la vie de quelqu'un, quel qu'il soit, que ce soit en réanimation, où je y mets régulièrement les pieds, où on fait du transport, même à l'heure actuelle maintenant, de personnes en mort cérébrale pour faire des dons d'organes, chose qui paraissait insensée il y a quelques années et qui a été menée, où maintenant, s'il n'y a pas de consentement, on prélève les organes, c'est organisé, les choses sont encadrées. Bon, donc on arrive à progresser, mais simplement il faut que le législateur mette les mains dans la société pour qu'il soit confronté à la réalité. Or, nous, on ne peut pas d'un coup se retrouver dans cette espèce d'ombre
de croisement entre chien et loup, sans savoir ce qu'on veut faire, etc. Mais la réalité, elle est que quand on se retrouve, et nous y veillons avec les régulations du SAMU, on ne laisse jamais un collègue tout seul face à ce genre de décision. Il faut légaliser l'euthanasie, Patrice Pelloux. Patrick, mais c'est pas grave, mais il faut que la loi corresponde aux faits. Appelez-le comme vous voulez, mais il faut que la loi corresponde aux faits. Mais que ça soit suffisamment encadré pour que le médecin, pas que le médecin d'ailleurs, les soignants, l'infirmière, parce que si vous saviez la douleur des infirmières lorsqu'on leur dit on va passer tel ou tel médicament, faites-le. L'infirmière, c'est pas facile, elle se dit je pousse des drogues qui vont mettre fin à la vie. Parce que tous les soignants sont là et ont fait leur métier pour sauver. C'est la civilisation et les progrès de la civilisation, de l'œuvre civilisatrice qui ont fait qu'on a une espérance de vie telle qu'elle est actuellement. Mais jusqu'où on va ? Quels sont les éléments scientifiques ? Sur l'évolution sociologique, elle est réelle. Les gens parlent, les gens ont conscience de leur corps, les gens vivent. Ils comprennent. Voilà, il y a une progression des parcours. Les gens disent mon corps m'appartient. Il y a une douleur qui peut être gérée. Et il y a une lucidité, il y a des dialogues aussi. Et même chez les jeunes, c'est pas seulement, même chez les jeunes avec des cancers en stade terminaux et qui ont vu tout le monde, qui ont pris la décision, il faut pouvoir les aider. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. L'ADMD, l'association du droit de mourir dans la dignité. Jean-Luc Romero et Patrick Pelloux. Je suis désolée. Ce soir, j'étais un peu moyenne là-dessus. Mais ça arrive, vous savez. Non, on n'exagère rien, mais j'étais un peu moyenne, il faut le dire. Il y a certains soirs, on est un peu moins bon. Vous restez avec moi si vous le voulez bien. Restez, professeur Sicard, si vous êtes d'accord. Il y a une petite chronique, la chronique de Karim Yayaoui. Bonsoir, Karim. Alors évidemment, on parle de l'euthanasie, de ce débat qui fait rage avec l'Alliance Vita. Les catholiques. Qui ont déjà prévenu, ici c'est un article du Parisien, l'Alliance Vita qui veut mobiliser la rue. Elle prévient si le gouvernement légifère, s'il prend le risque, selon elle, de bouleverser l'équilibre de la loi Leonetti sur la fin de vie. Il y aura une mobilisation unitaire dans la rue. À l'opposé, sur les réseaux sociaux et notamment sur le site change.org, c'est tout le contraire que propose cette pétition qui est adressée directement à François Hollande et qui milite pour une loi sur le suicide assisté en France en 2014. Alors sur Twitter, évidemment, le débat aussi était présent. Il y a ceux comme Cause qui évoquent l'affaire Bonne Maison parce que beaucoup ont eu tendance à la lier à ce débat sur l'euthanasie. Pour lui, c'est un médecin traumatisé qui décide seul d'injecter un produit létal à des personnes sans leur consentement. Il explique que tout ça ne risque pas de faire un très bon symbole ou un très bon argument pour les partisans de l'euthanasie. Et puis cette tweeto, Lilou, qui écrit « Tout cela, c'est bien hypocrite car de toute façon, l'euthanasie passive se pratique déjà sans le consentement de la famille. » Et puis, du côté de Sud-Ouest, on avait la réaction de Jean Leonetti, qui lui ne veut pas, lui c'est le père de la loi de 2005, qui ne veut pas mêler cette affaire Bonne Maison avec le débat sur l'euthanasie. Il rappelle les fondements de sa loi qui est censée garantir que le malade ne souffre pas. Cette loi qui est souvent présentée comme insuffisante par les partisans de l'euthanasie. Et du côté de l'humanité, on avait le point de vue d'un médecin du CHU de Rennes qui travaille dans un service de soins palliatifs. Pour lui, ce procès Bonne Maison dont on parle beaucoup aujourd'hui n'est pas le procès de l'euthanasie. Pour ce médecin, Vincent Morel, il existe beaucoup d'éléments de la loi Leonetti qui ne sont pas suffisamment connus. Il raconte le cas de malades qui veulent partir, qui veulent mourir et au bout de quelques semaines de traitement, d'accompagnement, ce n'est pas forcément la volonté qui les habite par la suite. Et puis on parle aussi dans les médias du Québec parce qu'on a adopté une loi qui autorise l'euthanasie il y a quelques jours. Alors si apparemment ça s'est fait relativement facilement puisque 94 députés étaient pour et 22 contre. Le débat est très houleux au sein du gouvernement. Et du côté du gouvernement d'Ottawa, on a indiqué qu'éventuellement on n'excluait pas un recours contre cette loi. Et comme en France, un certain nombre de médecins s'inquiètent de dérives qui seraient inévitables selon eux. Il y a 600 médecins qui militent contre l'euthanasie et cette inquiétude, ils l'évoquent. Et puis pour finir, ce tweet de Jean-Luc Romero qui était parmi nous ce soir, et justement lui, il explique que cette loi, s'il y avait une loi, elle éviterait les dérives actuelles. Donc on a clairement ce débat entre maîtrise des dérives
ou accroissement des dérives. Et il y a peu de chances, il faut bien le dire, qu'il y ait une loi, en tout cas dans les mois qui viennent. Ça, c'est, non, on espère que vous avez tort. Ben oui, mais enfin, on sait que le gouvernement, ils sont quand même relativement réticents. Ils ont peur que ce soit très clivant comme sujet. On a un certain nombre à lui rappeler qu'il y a des engagements qui ont été pris en campagne et qu'il faut les tenir. Ça, je n'en doute pas, j'en doute pas. Mais c'est un sujet qui est très clivant aujourd'hui. Moi, je suis convaincu qu'ils vont faire une loi. Vous pensez qu'ils vont faire une loi ? Je suis sûr qu'ils vont faire une loi. Et je ne crois pas une seconde à la menace de la manif pour tous dans la rue avec 2 millions de personnes. C'était les mêmes qui faisaient manifester, sauf que là, ça concerne 100% des Français. Vous savez, moi, j'étais un grand militant pour le mariage pour tous, mais on était 4% d'homosexuels. Là, ça concerne 100% des Français. Je peux vous dire que vous soyez à droite ou à gauche, vous êtes favorable à une loi qui place le patient au centre. Et croyez-moi, il y aura peut-être, 100 000 excités dans la rue, mais la France sera derrière cette loi. Elle sera derrière cette loi. Merci à tous les 4 encore d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup, Patrick Paulou. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Karim, pour cette chronique. Demain soir, vous me retrouverez à partir de 18h. Mélissa Bell. Très belle soirée. Je vous retrouverai vendredi tout de suite. Le journal, on revient évidemment sur la situation en Irak.